Chapitre 2. À mi-chemin de West Egg et de New York, la route se réfugie soudain contre la voie ferrée, qu'elle ne quitte plus sur un quart de mille, comme pour éviter tout contact avec une zone particulièrement sinistre. C'est une vallée de cendres, une métairie surnaturelle, où la cendre pousse comme du blé entre des coteaux, des collines et des jardins grotesques, où la cendre prend des formes de maisons, de cheminées, de fumée qui s'élèvent et, se surpassant elle-même, va jusqu'à ficher des humains qui n'émergent de cette atmosphère poussiéreuse que pour s'y dissoudre aussitôt. Un convoi de wagons grisâtres glisse parfois sur des rails invisibles, exhale un soupir de fantôme et s'immobilise. Et les hommes gris cendres, armés de pelles couleur plomb, le prennent d'assaut sans attendre pour en extraire un impénétrable brouillard qui camoufle à tous les regards leur mystérieuse activité. Surmontant ces terres de grisaille et les vapeurs livides qui s'en échappent jour et nuit, on découvre au bout d'un moment les yeux du docteur T.J. Eagleburg. Les yeux du docteur T.J. Eagleburg sont bleus et gigantesques. Leur rétine mesure plus d'1 yard de haut. Il ne se rattache à aucun visage, mais à une immense paire de lunettes jaunes qui chevauchent une absence de nez. Un opticien à l'imagination délirante a sans doute posé là pour attirer la clientèle des banlieues de Queens. Puis il a dû sombrer lui-même dans une cécité définitive, ou l'a oublié en partant. Et, sous le soleil ou la pluie, ses yeux délavés, qu'on ne repeint plus depuis des années, continuent de couver rêveusement cette impressionnante décharge. La vallée de cendres est bornée d'un côté par une petite rivière infecte, et quand le pont s'ouvre en deux pour livrer passage aux péniches, le train est obligé d'attendre, ce qui permet aux voyageurs d'admirer ce lugubre spectacle pendant une bonne demi-heure. De toute façon, il s'arrête toujours 1 minute ou 2 à cet endroit-là, ce qui provoqua ma rencontre avec la maîtresse de Tom Buchanan. Tout le monde savait qu'il en avait une. Ses amis supportaient mal qu'il entre avec elle dans les restaurants les plus fréquentés, l'installe à une table et s'en aille bavarder avec les uns et les autres. J'étais curieux de la voir, je l'avoue, mais pas du tout de faire sa connaissance, et je l'ai faite. Une après-midi, j'avais pris le train pour New York avec Tom, et quand nous nous sommes arrêtés près des monticules de cendres, il s'est levé, m'a saisi par le coude, et m'a presque éjecté du wagon. On descend, m'a-t-il dit, et c'était un ordre. Je veux te présenter ma petite femme. Il sortait sans doute d'un déjeuner largement arrosé, car cette mise en demeure de l'accompagner frôlait la violence, et impliqué avec sa morgue habituelle, que je n'avais rien de mieux à faire pour un dimanche après-midi. J'ai franchi derrière lui un passage à niveau tremblant sale. Nous avons rebroussé chemin sur une centaine de yards, sous l'œil inquisiteur du docteur Eagleburg. Le seul bâtiment en vue était un petit immeuble de briques jaunes, posé à l'angle du désert, longé par une amorce de grande rue qui se perdait dans le néant. Il comportait 3 boutiques. La première était allouée, la seconde abritait un restaurant ouvert la nuit, auquel conduisait une piste de cendres. Le troisième, un garage. Réparation, George B. Wilson. Achat et vente de voitures. J'ai suivi Tom à l'intérieur. C'était sordide et nu, sans autre voiture qu'une épave de Ford, couverte de poussière, échouée dans un coin. J'ai cru d'abord qu'il s'agissait d'un faux semblant, que cette apparence de garage cachait de somptueux et romantiques pieds-à-terre. Mais le garagiste en personne est sorti d'un petit bureau, en s'essuyant les mains un chiffon. C'était un homme blond, déprimé, souffreteux, sans grand charme, en nous apercevant une lueur d'espoir un peu moite à traverser son regard bleu. « Hello, Wilson » m'a dit Tom en lui tapant joyeusement sur l'épaule. « Comment vont les affaires ?»« Peux pas me plaindre » a répondu Wilson, plutôt dubitatif. « Alors, cette voiture, vous me la vendez quand ?»« La semaine prochaine, mon chauffeur y travaille. »« Travaille bien lentement, trouvez pas ?»« Pas du tout, » a répondu Tom d'un ton sec. « Si vous le prenez sur ce ton, je ferais mieux de la vendre ailleurs. »« Non, non, c'est pas ce que je voulais dire, » a protesté Wilson. « Je voulais simplement... » Il s'est interrompu.
modestement corpulente, mais elle supportait trop d'embonpoint avec une sensualité naturelle, comme savent le faire certaines femmes. Surmontant une robe à pois, en crêpe de Chine bleu nuit, son visage n'avait ni éclat ni trace de beauté, mais il émanait d'elle une énergie vitale qu'on percevait d'instinct, comme une braise sous la cendre, une tension de tout le corps prêt à s'enflammer. Elle sourit doucement et, sans égard, pour son mari, le traversant comme s'il n'était qu'un fantôme. Elle vint prendre les mains de Tom et le regarda dans les yeux, puis elle passa la langue sur ses lèvres et sans se retourner dit à son mari d'une voix indolente, vulgaire. « Et des chaises pour s'asseoir alors? Qu'est-ce que tu attends ?»« Voilà, voilà, murmura Wilson avec empressement. Il regagna son bureau, où il se fondit aussitôt dans le ciment gris des murs. Un voile de poussière blanchâtre couvrait tout ce qui l'entourait, ses cheveux blonds, ses vêtements absolument tout, sauf sa femme qui se serra contre Tom. « Je veux te voir, dit-il d'un ton autoritaire. Tu prends le prochain train. D'accord. Je te retrouve à la sortie des quais, près du kiosque à journaux. » Elle hocha la tête et se recula au moment précis où George Wilson sortait du bureau avec 2 chaises. Nous l'avions attendu à l'écart sur la route. C'était à quelques jours de l'Independence Day. Un petit Italien fragile et poussiéreux installait des feux d'artifice le long de la voie ferrée. Terrible endroit, dit Tom, en échangeant un froncement de sourcils avec le docteur Eagleburg. Sinistre. Ça lui a fait du bien d'en sortir. Ça lui fait du bien d'en sortir. Le mari ne dit rien. Wilson, il croit qu'elle va voir sa sœur à New York. Il est tellement nul qu'il ne sait même pas qu'il existe. C'est ainsi que Tom Buchanan, sa petite femme et moi, sommes allés ensemble à New York. Pas tout à fait ensemble, car Madame Wilson, par discrétion, voyagea dans un autre wagon. Concession accordée par Tom au East Égarien, ombrageux, qui risquait de prendre le même train. Elle s'était changée pour une robe de mousseline marron à ramage qui se tendit à éclater sur le bel arrondi de ses hanches quand Tom l'aida à descendre de son wagon. Elle acheta au kiosque à journaux un exemplaire du Town Tater et un magazine de cinéma, au drugstore de la gare un Cold Cream et un petit flacon de parfum. Dans la longue galerie à colonnes, remplie d'échos assourdissants où stationnent les taxis, là on vit sa cadre avant d'opter pour un bleu lavande à coussin gris clair, tout neuf. Et nous sortions déjà de la cohue des voyageurs pour rejoindre le grand soleil, lorsqu'elle tourna brusquement la tête vers la portière, puis tapa du poing contre la vitre du chauffeur. « Ces chiens-là, j'en veux un !» s'écria-t-elle. « J'en veux un pour l'appartement. C'est tellement merveilleux d'avoir ça, un chien. » Une rapide marche arrière nous mit à hauteur d'un vieil homme grisonnant, qui était la caricature de John D. Rockefeller. Dans une corbeille qu'il portait autour du cou, gigotait une douzaine de chiots au pédigré problématique. « De quelle race sont-ils » lui demanda-t-elle, comme il se penchait vers la portière. « Toutes les races, laquelle vous souhaitez-vous, madame ? J'aimerais un genre chien policier. Vous n'avez pas ça, j'imagine. » Le vieil homme jeta sur sa corbeille un regard perplexe et plongea la main, en sortit par la peau du cou une petite boule frétillante. « Ça n'a rien d'un chat policier, dit Tom. »« Pas exactement policier, reconnut le vieil homme, avec un soupçon de regret. Plutôt Airedale. » Il lui frotta le dos qui évoquait une serpillière brunâtre. « Touchez-moi cette fourrure. Ça, c'est de la fourrure. Un chien comme ça, vous êtes tranquille. Ça n'enrhumera jamais. » Madame Wilson semblait enthousiasmée. « Je le trouve si mignon. Il faut combien ? Ce chien-là ?» L'homme le jaugea avec respect. « Ce chien-là, ça vaut largement 10 $. L'Airedale, il était évident, malgré quelques poils blancs aux pattes, qu'un Airedale se trouvait compromis quelque part dans l'affaire. Changea donc de main et atterrit dans le giron de Madame Wilson, qui caressa avec extase sa fourrure anti-rhume. « Fille ou garçon ?» demanda-t-elle avec tact. « Ce chien-là, un garçon. Une femelle
la 5e avenue, si chaude et paresseuse en ce début d'été, d'une douceur si pastorale, que j'aurais trouvé naturel de voir un troupeau de moutons tourner brusquement le coin de la rue. Attendez, ai-je dit, je vais vous quitter là. Pas question, protesta Tom aussitôt. Si tu ne viens pas à l'appartement, tu vas blesser Myrtle. N'est-ce pas, Myrtle? Oh, oui, venez, insista-t-elle. Je téléphonerai à ma sœur Catherine. Les gens qui s'y connaissent assurent que c'est une vraie beauté. J'aimerais beaucoup, mais le taxi continue à traverser Central Park en direction de l'ouest et s'arrêta dans la 158e rue, devant un immeuble genre gâteau de sucre découpé en tranches verticales. Madame Wilson inspectait les environs avec l'œil d'une reine qui regagne enfin son royaume, prit son chien dans ses bras, ramassa ses autres emplettes et franchit le seuil tête haute. Je vais inviter les Maquis, annonça-t-elle dans l'ascenseur. Et bien sûr, j'appellerai ma sœur. L'appartement occupait le dernier étage, un petit living room, une petite salle à manger, une petite chambre avec salle de bain. Le living room regorgeait de meubles en tapisserie trop imposants pour lui, qui bloquait jusqu'aux portes. Et pour s'y déplacer, on se heurtait sans cesse à d'exquises jeunes femmes poussant l'escarpolette sur les frondaisons de Versailles. Une seule image au mur, la photographie, démesurément agrandie d'une poule perchée sur un rocher flou. À première vue du moins, car avec un peu de recul, la poule se changeait en bonnet, coiffant le visage d'une très vieille dame, joufflue qui, du haut de son cadre, examinait la pièce. De vieux numéros du Don Title étaient empilés sur une petite table avec un exemplaire de Simon Goldpeter et divers magazines à scandale de Broadway. Madame Wilson s'occupe en priorité de son chien. Un liftier réticent consentit à lui procurer un carton avec de la paille et du lait, auquel il ajouta de sa propre initiative un paquet de biscuits pour chien, énorme et coriace. Et l'un d'eux se désagrégea pendant toute la soirée dans une soucoupe de lait. Tom, de son côté, avait sorti une bouteille de whisky d'un secrétaire fermé à clé. Je n'ai été ivre que 2 fois dans ma vie, et comme la seconde était précisément ce jour-là. Malgré le grand soleil qui inondait l'appartement jusqu'à près de 8 heures du soir, tout ce qui s'y passait me revint aujourd'hui dans une brume assez opaque. Assise sur les genoux de Tom, Madame Wilson téléphona d'abord à plusieurs personnes, puis les cigarettes vinrent à manquer. Je descendis en acheter au drugstore du coin. Quand je suis remonté, ils avaient disparu. J'ai donc gagné sans bruit le living room, et j'ai lu un chapitre de Simon Goldpeter. Le texte était nul où l'alcool déformait tout, mais je n'ai pas compris un mot. Au moment où Tom et Myrtle, dès le premier verre, nous nous sommes appelés. Madame Wilson et moi, par nos prénoms, faisaient leur réapparition. Les invités sonnaient à la porte. Catherine, la sœur, était une jeune femme de 30 ans, longue et mince, très délurée, les 2 pieds sur terre, les cheveux d'un roux agressif, coupés ras sur la nuque, un teint que la poudre rendait laiteux. Elle s'était épilé les sourcils et les avait redessinés sous un angle plus provoquant, mais les efforts de la nature pour rejoindre l'enceinte tracée donnaient à son visage quelque chose d'un peu flottant. On entendait cliqueter à chacun de ses gestes d'innombrables bracelets de terre cuite qui glissaient le long de ses bras. Elle arriva en terrain conquis et jeta sur le mobilier un tel regard de propriétaire
regardait avec constance dès qu'elle se déplaçait. Au contact de cette robe, sa personnalité amorçait un certain changement, elle aussi. L'insolente vitalité qui m'avait tant frappé au garage faisait place peu à peu à une hauteur emphatique. Son rire, ses gestes, ses propos se chargeaient d'une affectation de plus en plus accentuée, et comme la pièce rétrécissait à mesure qu'elle se rengorgeait, elle ressemblait bientôt à une toupie qui grinçait en tournant sur elle-même à travers l'atmosphère enfumée. Ma chérie, disait-elle à sa sœur, dans une sorte d'aboiement guindé, la plupart de ces gens ne pensent qu'à vous rouler. L'argent est donc ça en tête. La semaine dernière, j'ai fait venir une pédicure. Quand elle m'a présenté sa note, on aurait cru qu'elle m'avait enlevé l'appendice. Comment s'appelle-t-elle demanda alors Madame Mackie. Eberhard, une pédicure qui se déplace à domicile. J'aime votre robe, enchaîna Madame Mackie. Je la trouve adorable. Dansement d'épaule méprisant. Dansement méprisant. Des sourcils, pardon. Madame Wilson balaya le compliment. Une vieillerie. Je la porte de temps en temps, quand je me moque de quoi j'ai l'air. Sur vous, elle est superbe, si vous voyez ce que je veux dire. Si Chester vous prenait là, tel quel, il en dirait quelque chose, croyez-moi. Nos regards se posèrent en silence sur Madame Wilson, qui nous regarda à son tour avec un sourire éclatant. Après avoir remis en place une petite mèche rebelle qui lui ombrageait la paupière, sa tête inclinée sur le côté. La tête inclinée sur le côté, Monsieur Mackie l'observait fixement. Puis, avec une extrême lenteur, il fit glisser sa main de haut en bas devant les yeux. Il faudrait que je modifie l'éclairage, déclara-t-il. Enfin, je voudrais souligner le modelé du visage, tout en préservant la masse compacte des cheveux. À mon avis, il ne faut surtout pas modifier l'éclairage, protesta Madame Mackie. Je crois plutôt. Chut, fit son mari, et nos regards se posèrent de nouveau sur le modèle. Mais, avec un bâillement sonore, Tom se leva brusquement. Dites donc, les Mackie, vous n'avez rien à boire. Myrtle, trouve-nous des glaçons et de l'eau minérale, sinon tout le monde va s'endormir. J'avais demandé des glaçons au liftier, soupira Myrtle, en haussant les sourcils d'un air désespéré, devant l'inefficacité manifeste des glaces laborieuses. Ces gens-là, il faut être sans arrêt sur leur dos. Elle me regarda, éclata d'un rire imprévu, se précipita sur son chien, qu'elle couvrit de baisers frénétiques, et disparut vers la cuisine, comme si une douzaine de mètres que était en attente de ses ordres. J'ai fait quelques études très réussies à Long Island, annonça M. Mackie. Tom le regarda sans comprendre. Nous en avons deux en bas qui sont encadrés. De quoi? Deux études. J'ai baptisé la première Montauk Point, les mouettes. La seconde Montauk Point, la mer. Catherine, la sœur, vint s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Vous habitez Long Island, vous aussi? West Egg? Non. Il y a un mois, j'étais là-bas, pour une soirée, chez un homme qui s'appelle Gatsby. Vous connaissez? Nous sommes voisins. Vous savez ce qu'on dit? Que c'est un cousin ou un neveu du Kaiser Guillaume II. C'est pour ça qu'il a tant d'argent. Non. Elle hocha la tête. Moi, il me fait peur. Je préfère rester à l'écart. Il n'a rien à voir avec moi. Ces passionnantes révélations furent coupées net par Madame Mackie, qui pointait le doigt vers Catherine. Chester, c'est elle que tu peux dire quelque chose. Mais M. Mackie se contenta de tourner la tête avec lassitude et revint vers Tom. J'aimerais faire d'autres études à Long Island, si je pouvais y avoir mes entrées. Je ne demande pas grand-chose, qu'une porte s'ouvre, un point c'est tout. Demande à Myrtle, dit Tom, et il partit d'un grand éclat de rire, au moment où Madame Wilson revenait avec un plateau. Elle va nous donner une lettre d'introduction. Elle va vous donner une lettre d'introduction, n'est-ce pas Myrtle? Donnez quoi? Demanda-t-elle effarée.
aussi brutale qu'obscène. Qu'est-ce que je disais s'écria Catherine triomphante, en baissant de nouveau la voix. C'est sa femme à lui qui bloque tout. Elle est catholique et il refuse le divorce. Comme Daisy n'était pas catholique, j'ai trouvé la fabulation assez déplaisante. Une fois marié, enchaîna Catherine, il irait s'installer dans l'Ouest en attendant que les choses se tassent. Ce sera encore plus discret en Europe. Oh, vous aimez l'Europe, dit-elle avec étonnement. Je rentre de Monte-Carlo. Non, juste l'an dernier, j'étais avec une amie. Pour longtemps. Juste un aller-retour. On a débarqué à Marseille. En arrivant, on avait tous 100 $. On nous les a barbotés au jeu. En 2 jours, dans les salons particuliers. Pour rentrer, ça posait problème, croyez-moi. Mon Dieu, comme je hais cette ville. Le ciel de cette fin d'après-midi prit un moment derrière les vitres, la teinte bleue dorée de la Méditerranée, puis la voix stridente de Madame Mackie me rappela brutalement dans la pièce. Moi aussi, j'ai failli commettre une erreur, expliqua-t-elle avec passion. J'étais pratiquement fiancée à un petit juif qui me courait après depuis des années, très inférieur à moi, et je le savais. Tout le monde me disait, Lucille, cet homme-là ne t'arrive pas à la cheville. Si je n'avais pas rencontré Chester, il aurait fini par m'avoir. D'accord, d'accord, répondit Myrtle en hochant plusieurs fois la tête. Mais attention, vous ne l'avez pas épousé. Je sais que je ne l'ai pas épousé. Moi, je l'ai épousé, reconnut Myrtle, comme si c'était incompréhensible. Voilà toute la différence entre votre histoire et la mienne. Pourquoi l'as-tu fait demanda Catherine. Personne ne t'y obligeait. Myrtle parut réfléchir. Parce que j'ai cru que c'était un gentleman, finit-elle par répondre. J'ai cru qu'il avait quelques notions de savoir-vivre, mais il n'est même pas digne de cirer mes chaussures. Tu étais folle de lui au début. Moi, folle de lui, s'écria Myrtle avec stupeur. Qui ose dire que j'étais folle de lui? Pas plus folle de lui que cet homme-là, que, que de cet homme-là. Elle pointa brusquement le doigt vers moi, et tout le monde me regarda comme si j'étais coupable. J'essaie d'expliquer par une mimique appropriée que je n'attendais d'elle aucun attachement affectif. La seule fois où j'ai été folle, c'est le jour où je l'épousais, ça oui. Je faisais une erreur et je le savais. Pour se marier, il a dû emprunter un costume à un ami, sans me le dire. Un matin, en son absence, l'ami en question est venu réclamer son costume. Oh, ai-je dit, il faut ça partir. Première nouvelle. Je lui ai rendu quand même et je me suis effondré sur le lit en pleurant toutes les larmes de mon corps. Elle devait le laisser tomber, me répéta Catherine. Elle devrait le laisser tomber, me répéta Catherine. Ça fait 11 ans qu'il vit au-dessus du garage, et Tom est le premier joli cœur qu'elle s'offre. La bouteille de whisky, la seconde, passait sans cesse de main en main. Catherine seule s'abstenait, car elle se sentait mieux sans rien. Tom demanda au portier de nous faire livrer des sandwichs, ce qui se présente comme des repas complets. Je ne pensais qu'à m'évader, à gagner Central Park à pied, dans la douceur du crépuscule, mais dès que j'essayais de me lever, j'étais de nouveau entraîné par une discussion absurde, désirante, qui me retenait sur ma chaise comme si j'étais ligoté. J'imaginais l'alignement de nos fenêtres éclairées suspendues au-dessus de la ville, et qui devait représenter pour l'observateur de passage arrêté dans l'ombre des rues un ministère d'existence, et je finissais par le voir, levant les yeux vers nous et s'interrogeant. J'étais avec lui dans la rue, avec eux dans la pièce, attirés et repoussés tout ensemble par la profusion de contrastes que vous offre la vie. Myrtle avait tiré sa chaise contre la mienne, et soudain son haleine brûlante déversa sur moi l'histoire de sa première rencontre avec Tom. C'était dans le train, les deux strapontins face à face qu'on occupe toujours en dernier. J'allais passer la nuit à New York chez ma sœur. Elle était en tenue de soirée, des chaussures vernies, des miroirs. Il était en tenue de soirée, des chaussures vernies, des miroirs, et je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder. Mais chaque fois qu'il cherchait mon regard, je faisais semblant de m'intéresser à une publicité juste au-dessus de lui. À la gare, il m'a serré de près. Je sentais le plastron de sa chemise empesé contre mon bras. Alors, j'ai dit que j'allais appeler un agent, mais il savait que je mentais. J'étais tellement bouleversé en montant dans le taxi avec lui que je ne savais même plus que je ne prenais pas le métro. J'avais cette phrase dans la tête qui tournait, qui n'arrêtait pas de tourner. On n'a qu'une vie,
mains sur les cuisses, comme s'il posait pour une étude d'homme d'action. Je pris mon mouchoir pour effacer la petite pointe de savon séché qui décorait sa joue et m'avait perturbé toute la soirée. Assis sur la table, le petit chien promenait son regard aveugle à travers la fumée et poussait de temps en temps une petite plainte étranglée. Les gens sortaient, rentraient, proposaient d'aller quelque part, se séparaient, cherchaient quelqu'un d'autre, le retrouvaient un peu plus loin. Vers minuit, Tom Buchanan et Madame Wilson, dressés l'un contre l'autre, discutaient âprement du point de savoir si Madame Wilson avait ou non le droit de prononcer le nom de Daisy. Daisy, 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 je le dirai quand j'en aurai envie. Daisy, Daisy. D'un coup bien appliqué du tranchant de la main, Tom lui brisa le nez. 12 serviettes tachées de sang sur le carrelage de la salle de bain. Cris de femmes scandalisées et planant au-dessus du tumulte de longs hurlements de douleur. Tiré de son petit somme, M. McGee chancela vers la porte, l'air assommé. Il s'arrêta à mi-chemin pour contempler la scène. Sa femme Catherine, consolante et indignée, titubait d'un meuble à l'autre, portant de quoi soulager la malheureuse créature couchée sur le divan, qui saignait abondamment avec ses forces de protéger ses fausses tapisseries versaillaise avec un vieil exemplaire du Town Tettle. M. McGee fit enfin demi-tour et sortit. Je décrochai mon chapeau d'un candélabre pour le suivre. Déjeunant ensemble un de ces jours, me proposa-t-il pendant que nous plongions dans les hauts quais de l'ascenseur. Ou n'importe où. Enlevez donc vos mains du vide, commande, aboya le liftier. Pardonnez-moi, répondit McGee avec la plus grande dignité, j'ignorais que je le touchais. Mais moi, d'accord, avec plaisir. Plus tard, je me trouve au pied de son lit, lui en sous-vêtements au milieu des draps, et il feuillette un impressionnant portfolio. La Belle et la Bête, solide